justement pour parler du pouvoir et du sport aujourd'hui, et notamment et en particulier le football, on va faire appel à un spécialiste, en tout cas quelqu'un qui travaille dans ce domaine, qui suit la question de très près. Nous sommes rejoints par Hervé Cuomo. Bonsoir, bon après-midi Hervé. Bonsoir, désolé pour ma voix un petit peu éraillée, mais c'est avec un grand plaisir que je partage ce moment avec vous. Vous êtes, j'espère que vous allez vous porter bien après ça, parce que là, on va aller vite là. Déjà, vous avez suivi, vous êtes responsable de la communication, je dois rappeler à notre audience, responsable de la communication à la FIV. Donc, c'est cette fédération-là internationale du football vétéran. Parmi les choses qui tiennent, sur lesquelles vous tenez aujourd'hui, c'est l'importance du soft power. Donc, l'importance du pouvoir que porte le sport ou les sports en général aujourd'hui. Est-ce que quand vous suivez de tels débats, quand c'est au centre des forums aussi importants que le forum de Davos, ça donne un espoir par rapport à ce que vous faites au quotidien? Oui, disons que c'est une reconnaissance de la véritable place du sport. Parce que pendant longtemps, on a considéré que le sport, c'était juste de l'amusement, des jeux, alors qu'en fait, le sport structure non seulement des nations, mais également permet quelque part du national branding, de la production de pays pour développer des marques. La marque de chaque pays. Et nous n'avons plus besoin de faire des guerres physiques pour nous imposer au centre du monde avec des résultats sportifs, avec des belles rencontres, avec la capacité d'organiser des événements. Les pays montrent aussi leur savoir-faire. Et en Afrique, c'est encore plus important parce que nous avons des nations qui sont plutôt jeunes, qui ont eu besoin de se battre. Mais dès le départ, le sport a été utilisé comme un moyen politique dans la mesure où la première Coupe d'Afrique des Nations en 1957 s'est jouée sans l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud ne voulait pas envoyer une équipe mixte. Ils voulaient envoyer une équipe soit blanche, soit noire. Ça, c'était un débat. En 1976, pareil, les Africains n'ont pas participé aux Jeux Olympiques pour contre la politique d'apartheid sud-africaine. Donc, quelque part, on est quand même dans des choses qui sont des reconnaissances de ce qui arrive. Le Libéria a existé longtemps par rapport à George Weah. Et donc, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que les Africains s'en préoccupent aussi. Et nous, à notre niveau, ça nous permet de montrer aussi que nous, Africains, avons d'autres manières de pratiquer le sport que le sport fédéral, que le sport de compétition, qui reste un sport de loisir et de passion permanente. Mais, Monsieur Hervé, on doit être réaliste. La situation en Afrique, on a plusieurs priorités, notamment on se bat encore avec la pauvreté, on se bat, il y a plusieurs chantiers en tout cas qui sont prioritaires sur le continent africain. Est-ce que on doit vraiment dire que les pays africains doivent parier, doivent mettre une pièce sur le sport comme un moteur de développement qui puisse, en tout cas un des piliers qui puisse tenir notre économie et qui puisse tirer le continent, en tout cas du gouffre dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui? Affirmatif. Moi, je vais vous donner des exemples. C'est qu'en fait, il faut penser le sport de manière globale. Le sport, c'est d'abord un élément qui permet de se maintenir en santé le plus longtemps possible. Ça donne des habitudes, ça donne un certain nombre de rythmes, un certain nombre de réflexes. En mettant le sport dès l'école et en obligeant les enfants à avoir la moyenne à l'école, on a une possibilité de faire du profilage, du profiling pour trouver à la fois de bons sportifs et de bons enfants qui peuvent avoir des résultats scolaires qu'on peut aider à s'améliorer. En leur permettant de jouer, on permet de développer des métiers autour. Des métiers tout ce qui concerne effectivement le sport en lui-même, mais les pratiques à côté, le data, des choses comme celle-là qui sont importantes. On développe un écosystème. Mais en plus, si on s'améliore dans notre façon de détecter les enfants, dans notre façon de les faire jouer, sachant que l'Afrique est déjà l'endroit où il y a le plus de jeunes de moins de 18 ans dans le monde, on peut avoir justement une balance commerciale, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la balance commerciale qui devient excédentaire, parce que plutôt que d'envoyer des jeunes pépites, on pourra envoyer des produits finis. L'Afrique n'a pas de transfert qui dépasse 3 millions de dollars pour sortir du continent, alors que le Brésil fait sortir des Neymar à 100 millions de dollars. Donc quelque part, il y a un gap. Et en investissant dans le sport, on investit dans une économie qui, bien gérée, permet d'avoir
d'autres éléments, parce que effectivement, si on travaille sur le sport, les gamins vont s'habituer à soigner, à préparer tout cet environnement autour, et ensuite on va les professionnaliser avec une connaissance dès le départ, et ainsi de suite on pourra monter en 20, 30 ans des générations qui sauront faire des choses, mais surtout sur le plan économique, en ayant des joueurs qui sont bien formés au moment du départ, on a la possibilité d'avoir justement des produits finis et donc une cote importante, et donc ça fait que notre balance commerciale là-dessus va en bénéficier. Parmi les documents, lorsque je lis vos documents, on voit que vous donnez l'exemple du Rwanda et du Qatar. Aujourd'hui, peu de gens ont compris au départ que le Rwanda puisse être partenaire d'une équipe comme Arsenal. Et des gens se disaient, en tout cas, c'est trop osé pour le Rwanda. Est-ce que vous comprenez, ou au départ, vous avez compris la démarche du Rwanda, ou en tout cas du Qatar, ce qu'ils font aujourd'hui en France et en Europe de manière globale? Oui, disons, je trouve, j'ai déjà pour le, enfin, je vais en deux poids. Les deux sont audacieuses. C'est-à-dire le Qatar, c'est quand même un petit pays. C'est l'équivalent, excusez-moi mes références, mais c'est l'équivalent de l'Île-de-France. Quelque part, ça ne doit pas être très grand. C'est-à-dire, je ne peux pas situer ça par rapport au Rwanda, mais ça n'atteint pas certainement, ou alors c'est à peu près comme le Rwanda. Mais c'est un pays qui est connu aujourd'hui de par le monde, par ses investissements sportifs. Essentiellement, parce que finalement, même la vie au Qatar n'est pas connue. Maintenant, quand le Rwanda va se placer sur Arsenal puis sur le Paris Saint-Germain, j'ai trouvé intuitif, osé, mais il fallait le faire. Ça signifie que... Et ça a été une vraie stratégie. C'est ça aussi qui est intéressant dans l'exemple rwandais. Ça a été une vraie stratégie, c'est-à-dire c'est d'utiliser la surface qu'offre le sport et d'aller chercher des leaders, de ne pas aller chercher des équipes qu'on ne voit pas. On voit Arsenal 38 fois par an minimum, plus les matchs de Coupe d'Europe, les matchs de Coupe d'Angleterre. Et le Paris Saint-Germain, c'est pareil. Et donc, là, ça fait que la marque Visit Rwanda est devenue une marque connue par les gens qui suivent le sport. Et à partir de ce moment, en développant cette offre touristique, quelque part, on est dans une logique. Donc, le sport, on a utilisé le sport, quelque part, pour faire ramener des devises au Rwanda, pour faire connaître le Rwanda, ramener des devises. Et une fois que ces touristes sont venus au Rwanda et qu'ils voient qu'il y a un environnement structurel qui leur permet de faire du business, ils peuvent rester. Donc, finalement, c'est une situation win-win et c'est intéressant pour tout le monde. Merci beaucoup Hervé Kouamouo. Je rappelle que vous êtes responsable de communication à la Fédération internationale de football vétéran, et c'est depuis la France que vous avez intervenu sur la télévision rwandaise. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup à vous. Voilà. À très bientôt. Voilà.